les hôtesses pour leur indiquer cette zone de turbulence. Il leur indique également qu'il les informera dès qu'ils en seront sortis. Malheureusement, cette promesse ne sera jamais tenue. Les turbulences s'intensifient légèrement. Bonin exprime toujours son regret de ne pas pouvoir augmenter davantage l'altitude de l'avion. Il mentionne à nouveau la température extérieure anormalement élevée. Puis, de manière abrupte et sans raison apparente, il laisse échapper un « Oh putain !». L'avion pénètre dans une zone de turbulence intense. Et le cockpit résonne du bruit des cristaux de glace qui frappent violemment le pare-brise. Pour assurer la sécurité, Bonin décide de réduire la vitesse de l'appareil à max 0,8. Robert approuve la décision. Les commandes réagissent immédiatement, faisant baisser la puissance des moteurs et augmentant légèrement l'angle d'attaque. Les turbulences passent de légères à modérées, mais les bruits de glace persistent. Cependant, les pilotes ne sont pas conscients que les cristaux de glace s'accumulent rapidement sur les 3 sondes pitot, des instruments cruciaux pour mesurer la vitesse de l'avion. Bien que ce phénomène soit rare, il est bien connu sur certains modèles d'Airbus. Malheureusement, sur le vol AF447, les sondes gèlent rapidement, entraînant une défaillance des indicateurs de vitesse peu après 23h10. Les valeurs indiquées deviennent invraisemblables, avec des indications d'altitude aberrantes, comme 360 pieds. Le pilotage automatique se déconnecte, déclenchant une série d'alarmes stridentes. À présent, les pilotes doivent maintenant prendre le contrôle de l'appareil. La transition vers le mode de pilotage manuel est parfaitement logique dans cette situation. L'avion reste stable, volant droit, sans inclinaison excessive. Malgré les problèmes d'indication de vitesse, l'appareil maintient une vitesse constante. À ce stade, la situation ne semble pas critique. Et il semble que les pilotes aient le contrôle de la situation. Cependant, l'équipage ne réalise initialement qu'une chose. Le pilotage automatique a été désactivé. Alors que les turbulences continuent à agiter légèrement l'avion, Bonin prend fermement le manche de commande, semblable à un joystick de jeu vidéo, et annonce « Je prends les commandes ». Robert répond simplement « D'accord ». Une alarme retentit lorsque l'indication d'altitude n'est plus conforme à la normale, indiquant que l'avion a légèrement changé d'altitude. Il semble que Bonin, pris dans un moment de tension, serre le manche avec une force excessive, ce qui entraîne des mouvements brusques de l'appareil, oscillant d'un côté à l'autre. Ces actions, peut-être dues à l'inexpérience de Bonin dans le mode de pilotage manuel en haute altitude, révèlent une certaine panique dans sa manière de piloter. Bonin, le jeune pilote, tire brusquement sur le manche, en réaction aux indications erronées de l'altimètre. Son geste est décrit par l'enquêteur comme une réaction instinctive semblable à une position fétale de réflexe. En réponse, l'avion se cabre brusquement vers le haut, dans une montée abrupte, perdant de la vitesse et augmentant son angle d'attaque. Cette réaction, bien que jugée inappropriée, intervient après la perte momentanée des indications de vitesse. Un problème grave que Bonin et son copilote, Robert, tentent de comprendre. Après seulement 6 secondes à la barre, une alarme de décrochage retentit. Robert, interloqué, interroge Bonin sur la signification de cette alarme. Malgré les avertissements, aucun des 2 pilotes ne réagit. L'angle d'attaque de l'avion augmente de manière significative, mais il reste possible de corriger la situation. Bonin exprime son inquiétude concernant les indications de vitesse perdues, tandis que Robert confirme cette observation. Si les pilotes avaient identifié le dysfonctionnement des sondes, ils auraient pu prendre des mesures correctives rapidement. Malgré une réaction relativement prompte, l'angle d'attaque de l'avion continue d'augmenter, et Bonin persiste à tirer sur le manche de manière saccadée, élevant encore le nez de l'appareil. Pendant ce temps, les moteurs fonctionnent à plein régime, et Robert annonce la transition vers un mode de vol alternatif, indiquant la perte de certaines protections. Cependant, il n'est pas clair si Bonin comprend pleinement ces informations, ni si Robert est conscient de leur signification. 20 secondes après le gel des sondes, l'avion continue de monter à une altitude de 36 000 pieds tout en perdant de la vitesse. Robert tente de rappeler à Bonin de surveiller l'allure, bien que les indicateurs restent bloqués. Bonin tente de redresser l'avion, mais ses indications sont insuffisantes pour contrer la montée. Une certaine confusion règne entre les 2 pilotes quant à la situation, mais Bonin semble finalement prendre conscience de la nécessité de descendre pour stabiliser l'appareil. Bonin pousse le manche vers l'avant, provoquant un abaissement du nez de l'avion, mais à un rythme jugé trop rapide par Robert. Ce dernier semble alors prendre conscience de l'accélération des moteurs et interroge Bonin sur la situation.
Bonin indique que l'avion est en montée, mais il est difficile de déterminer qui, entre les deux pilotes, prend quelle action sur les gaz. Bonin parvient à ramener le nez de l'avion à 6 degrés, ce qui ralentit l'ascension. Bien que l'ascension demeure tendue, une légère inclinaison supplémentaire permettrait de revenir à la normale. Cependant, pour une raison indéterminée, Bonin ne prend pas cette mesure, et Robert semble à court d'idées. Il tente alors de contacter le commandant Dubois en appuyant plusieurs fois sur le bouton d'appel de la cabine de repos, exprimant son exaspération quant à son absence. Le problème réside non pas dans le système de contrôle des Airbus, souvent critiqué par Boeing, mais dans la conception du cockpit où les deux manches, agissant indépendamment l'un de l'autre, ne sont pas synchronisées. Lorsqu'un pilote actionne son manche, l'autre reste inactif. Si les deux manches sont activées simultanément, une alarme double entrée retentit. Et le système informatique prend le relais. Pour éviter cette situation de conflit, chaque manche est dotée d'un bouton de priorité, permettant d'éteindre l'autre. Ce système nécessite une coordination précise. Bien qu'il soit rare qu'un copilote prenne le contrôle dans des circonstances extrêmes, il peut actuellement empêcher Robert de détecter la nervosité de Bonin. Les détails précis de l'enquête judiciaire empêchent de tirer des conclusions définitives à ce sujet. Bonin tire une fois de plus sur le manche, faisant grimper le nez de l'avion à 13 degrés au-dessus de l'horizon. 3 secondes plus tard, l'appareil commence à vibrer, signe d'un début de décrochage. Ces vibrations, appelées buffets en anglais, surviennent lorsque le flux d'air se détache des ailes. Plus le décrochage est sévère, plus le cockpit est secoué, rendant les indications difficiles à interpréter. Pendant ce temps, l'avion continue de monter, porté par son élan. Une hôtesse répond à l'interphone, peut-être en réaction aux appels de Robert tentant de contacter le commandant. Malgré cela, Robert ne répond pas à l'hôtesse, se concentrant plutôt sur Bonin. Surtout, essaie de ne pas trop toucher aux commandes latérales. Bien que cela puisse aider à compenser le décrochage, ce n'est pas la meilleure solution pour redresser l'avion. L'impatience de l'hôtesse grandit. Allô, vous m'entendez? Bonin continue de lutter avec son manche, éprouvant de plus en plus de difficultés à maintenir l'inclinaison, Je suis en toga. déclare Robert, en référence à la poussée maximale des moteurs. Cette mesure peut aider à compenser le décrochage, mais son effet est limité à haute altitude. Malgré cela, Bonin continue de cabrer l'avion jusqu'à 18 degrés. Robert, de plus en plus agacé, demande. Pourquoi il ne vient pas? Alors que les sondes pitot ont finalement dégelé et que les indicateurs de vitesse fonctionnent à nouveau, Bonin et Robert semblent perdus quant à leur vitesse réelle. Ils ne pensent pas à recalculer cette vitesse à partir de la vitesse au sol indiquée par le GPS. Pendant 12 secondes, aucun mot n'est échangé. L'avion, désormais à son apogée à 38 000 pieds, commence à redescendre avec le nez relevé à un angle de 23 degrés. 1 minute et 17 secondes se sont écoulées depuis le début des problèmes, une durée angoissante. La descente s'accélère rapidement à 3900 pieds par minute, accentuant davantage l'angle d'attaque et intensifiant les vibrations de l'appareil. Le commandant Dubois frappe à la porte du cockpit, alors que Robert continue d'appuyer sur le bouton d'appel. Pendant ce temps, l'alarme de décrochage continue de retentir. Tu comprends ce qui se passe? Bonin répond désespéré. Je n'ai plus le contrôle de l'avion. Je n'ai plus aucun contrôle. L'aile droite décroche plus que la gauche, faisant pencher l'avion vers la droite. Robert alerte. À gauche, les commandes. Il active le bouton de priorité sur son manche pour prendre le contrôle. Mais 1 seconde plus tard, Bonin reprend les commandes sans dire un mot. Robert pense que son action n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui se passe? Bonin exprime. J'ai l'impression que nous allons à une vitesse de fou. La porte du poste de pilotage s'ouvre et Dubois apparaît. Alors que la panique règne à bord, il semble calme. L'alarme de décrochage résonne dans le cockpit, secouant violemment l'appareil. Robert ne mentionne pas les indicateurs de vitesse perdus, ni le fait que Bonin est tiré sur le manche, ni même que l'avion est en mode de pilotage alternatif, qu'il a atteint 38 000 pieds et qu'il commence maintenant à chuter. Il se contente de dire Je ne sais pas ce qui se passe. Bonin ajoute. Nous perdons le contrôle de l'avion. L'Airbus perd 10 000 pieds par minute et cette chute s'intensifie. L'angle d'attaque, invisible sur l'écran, atteint une incroyable inclinaison de 41 degrés.
avec l'aile droite inclinée de 32 degrés. L'appareil plonge dans l'obscurité au-dessus de l'Atlantique. 1 minute et 38 secondes après le gel des sondes, le commandant Dubois pénètre dans le cockpit. Les détails de son comportement demeurent flous. Se met-il à genoux? Reste-t-il debout derrière Bonin et Robert? Ou bien s'assoit-il sur le siège de secours? De même, les événements dans la cabine passager restent obscurs. Certains passagers ont peut-être remarqué les mouvements inhabituels de l'avion, tandis que d'autres ont peut-être entendu les alarmes. Aucun rapport ne mentionne de la panique et aucun cri n'a été enregistré. Après l'arrivée de Dubois, l'alarme de décrochage s'interrompt brièvement, car l'angle d'attaque est si élevé que le système la rejette. Ne pouvons pas croire à cette donnée. Cela crée une boucle perverse qui persiste presque jusqu'à l'impact. Chaque fois que Bonin tente d'abaisser le nez de l'avion, l'alarme de décrochage retentit, l'incitant ainsi à cabrer l'appareil vers le haut. Dubois montre un message sur un écran. Alors tiens, prends ça. Robert répète cet ordre. Prends ça, là, prends ça. Essaie de prendre ça. L'alarme de décrochage se fait entendre à nouveau. Dubois répond par un grognement. Bonin insiste. J'ai plus aucune indication. Ce qui est inexact, il en a, mais il refuse de les croire. La vitesse de descente atteint alors 15 000 pieds par minute. Robert, lui aussi incrédule, déclare. On n'a aucune indication valable. Bonin. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il tire le levier des volets de freinage. Non, surtout ne les sors pas. Non, ok? Les volets rentrent. Chacun tient son manche et parfois donne des ordres contradictoires. Bonin. Alors on continue à descendre. On tire. 23 secondes s'écoulent sans que le commandant Dubois ne dise un mot. Robert finit par lui demander. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas là. Ça descend. On pourrait lui accorder le bénéfice du doute, car il est confronté à une situation incompréhensible arrivant après la perte de contrôle de l'avion. Mais sa position d'observateur pourrait jouer en sa faveur. Il ne sait pas que l'avion a perdu les indications de vitesse peu de temps auparavant. Il est devant un tableau de bord fonctionnel, mais qui affiche une vitesse dans l'air et au sol faible, un nez incliné vers le haut et une altitude trop basse, sans oublier les alarmes de décrochage répétées et les secousses de l'appareil. Il aurait certainement été utile pour lui de connaître l'angle d'attaque. Mais dans cette situation, quoi d'autre aurait pu provoquer ces alertes, sinon un décrochage? Bonin parvient finalement à stabiliser l'avion pour stopper son inclinaison vers la droite. L'appareil oscille latéralement jusqu'à un angle de 17 degrés. Dubois. Les ailes à plat, l'horizon de secours. La confusion s'accentue. Robert. Ta vitesse, tu montes. Il semble vouloir que Bonin cabre l'avion, car l'Airbus ne gagne pas en altitude. Il enchaîne. Tu descends. Je suis en train de descendre là. Non, tu montes là. Bonin se rend peut-être compte qu'on lui parle de l'inclinaison. Là je monte, ok? Alors on descend. La conversation dans le cockpit se déroule par éclair. Robert. Ok, on est en toga. On est en quoi là? En alti on a quoi? Il est trop occupé pour lire les indications. Dubois. Putain, c'est pas possible. En alti on a quoi? Comment ça en altitude? Ouais, on descend là, non? Là tu descends, oui. Bonin n'aura jamais la réponse à sa question. L'avion tombe maintenant de 20 000 pieds par minute. Il s'incline maintenant sur la droite à 41 degrés. Dubois rétorque. Tu es en... Mets les ailes horizontales. Mets les ailes horizontales. Mais c'est ce que je cherche à faire. Je suis à fond avec du gauchissement. Robert s'empare de son propre manche. Une voix synthétique annonce. Dubois. Le palonnier. Ça fonctionne, l'avion se stabilise. Les ailes à l'horizontale. Allez, doucement. Doucement. Dans la confusion, Robert dit. On a tout perdu au niveau de l'aile gauche. J'ai plus rien là. Les enquêteurs estimeront que c'était le dernier moment possible pour redresser l'appareil. Alors qu'il se trouvait à une altitude de 13 000 pieds, cela aurait nécessité un pilote exceptionnel, capable d'abaisser le nez de l'avion de 30 degrés sous l'horizon, plongeant vers le sol,
accélérant pour retrouver un angle d'attaque viable et remonter de cette descente juste au-dessus des vagues, en tirant suffisamment sur le manche pour ne pas compromettre la structure de l'avion. Comme le dit un vieux dicton de l'aviation, les circonstances qui vous mettent en difficulté sont souvent celles qui vous empêchent de trouver une issue. On y est, on passe le niveau 100. Le niveau 100, c'est 10 000 pieds, environ 3 000 mètres. Il s'agit d'un avertissement standard dans le cadre normal des opérations. Dans le temps, il se disait que sous le niveau 100, on passait en territoire indien. Aujourd'hui, on dit que le cockpit doit être stérile. Rien ne doit le perturber. Robert balance. Attends, moi j'ai des commandes, moi. Il n'appuie pas sur le bouton de priorité et Bonin ne lâche pas son manche. L'angle d'attaque de l'avion reste de 41 degrés. Bonin annonce. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'on continue à descendre à fond, là? Robert indique à Dubois le panneau de plafond du cockpit. Essaie de trouver ce que tu peux faire avec tes commandes là-haut, les primaires, etc. On va arriver au niveau 100. Dubois. Ça fera rien. 4 secondes plus tard, Bonin dit. 9000 pieds. Il lutte pour maintenir les ailes à l'horizontale. Dubois annonce à Bonin. Doucement avec le palonnier. Robert. Remonte. Il veut dire remonte le nez. Mais je suis à fond à cabrer depuis tout à l'heure. Non, remonte plus. Là, il veut dire ne remonte pas le nez. Bah alors on descend, donne-moi les commandes. À moi les commandes. Vas-y, tu as les commandes. On est en toga toujours là. Hormis un. Messieurs. On n'entend plus personne parler durant les 13 secondes suivantes. Robert aux commandes, de multiples alarmes inondent le poste de pilotage. On entend Dubois dire. Attention, tu cabres là, tu cabres. Je cabre. Il faudrait. On est à 4000 pieds. Et relever le nez de l'avion les a précisément mis dans une situation dangereuse. Allez, tire. Bonin est plus jeune. Son épouse se trouve parmi les passagers. 2 enfants attendent à la maison. Putain, on va taper, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Les alarmes s'affolent. À ce moment-là, l'un des 2 copilotes s'effondre. Putain, on est mort. Le commandant semble garder son calme. 10 degrés. Le vol AF 447 s'est abîmé dans l'Atlantique, non loin de l'équateur. Il était 23h14 à Rio, soit 4h15 après le décollage, 4 minutes 20 après le début des problèmes. Lorsque l'enregistreur de vol a été retrouvé 2 ans plus tard, il a révélé qu'avant la chute fatale, l'avion avait dévié de sa trajectoire de 225 degrés. Volant plein ouest, le nez incliné à 16 degrés vers le haut et les ailes presque à l'horizontale. En état de décrochage total, il avançait à peine à 107 nœuds et chutait de 11 000 pieds par minute. Malgré les moteurs à plein régime, l'impact a été dévastateur. Toutes les personnes à bord ont été tuées instantanément. Parmi les débris retrouvés à la surface peu après, 50 corps ont été récupérés, dont celui du commandant Marc Dubois. Aujourd'hui encore, malgré les découvertes des boîtes noires, les rapports techniques et l'enquête judiciaire, le mystère demeure entier quant à la séquence d'événements ayant conduit à la tragédie. Un incident mineur, une perte momentanée des données de vitesse, une défaillance dans le système d'information, et l'appareil s'est précipité vers sa fin. Une ironie cruelle qui défie toute logique, laissant perplexes les experts et les observateurs. Les spéculations initiales sur une éventuelle incompétence de l'équipage furent rapidement écartées, car les pilotes n'étaient plus là pour fournir des réponses. Cependant, la capacité à gérer les imprévus révèle un paradoxe dans les progrès de l'aviation au cours des dernières décennies. Si l'automatisation du pilotage a considérablement réduit les situations critiques, elle a également diminué la capacité de réaction des pilotes en cas d'urgence. Ainsi, la tragédie du vol AF447 demeure une énigme, un cas d'école qui continue de hanter l'industrie aéronautique.